Imagine un monde où tu es privé d'un de tes sens. Dans la première vidéo de cette partie sur les systèmes sensoriels, je te plonge dans un monde de cécité. Un monde où tu ne vois plus rien. Tout ce que tu as autour de toi est noir. Tu ne peux admirer plus aucune couleur, aucun paysage, aucune image. Un monde où il est difficile de distinguer ce qui se passe entre ici et ici. Nous explorons ensemble ce qui fait que la vue est le sens le plus important en termes de captation d'informations. En effet, on dit que 80% des éléments captés par nos sens proviennent de nos yeux. Débutons avec un tour complet des différentes structures qui entourent et forment l'œil, l'organe de la vue, l'anatomie de l'œil. Commençons ce tour d'horizon par des structures autour de l'œil. L'œil se situe dans la cavité orbitale. C'est un espace qu'on retrouve au centre du visage, délimité par 7 os du crâne. La grande majorité du volume oculaire est protégée par cette structure osseuse. Pour protéger la partie de l'œil qui n'est pas dans l'orbite, on retrouve la paupière, une membrane mobile qui, en plus d'étendre des larmes à chaque clignement, permet d'isoler l'œil de la lumière. Elle se referme également lorsque de la poussière entre en contact avec la surface de l'œil pour éviter les blessures. On cligne des yeux en moyenne 15 à 20 fois par minute. La partie interne de la paupière s'appelle la conjonctive. Elle produit du mucus pour aider à la lubrification de l'œil. Les larmes, qui servent également de lubrifiant pour éviter que l'œil ne s'assèche, est produit par les glandes lacrymales, qui se situent dans le coin supérieur externe de chaque œil. Les larmes sont composées d'eau, de sel et de substances antimicrobiennes. On produit en moyenne 0,1 ml de larmes chaque heure pour bien les hydrater. Le surplus est évacué par le canal lacrymo-nasal. Pour ajouter une source de protection supplémentaire, les yeux sont encadrés de poils, les cils et les sourcils. Ils vont servir de barrière pour la poussière et la sueur. Et qu'est-ce qui permet à l'œil de suivre un objet en mouvement? Ce sont les muscles oculomoteurs. Au nombre de 6, ils sont attachés d'un côté au globe oculaire et se rejoignent dans le fond de la cavité orbitale. Observons maintenant l'œil à proprement parler. Il est composé de 3 couches de tissus opaques et 4 milieux transparents. Les tissus opaques. La couche la plus externe de l'œil s'appelle la sclérotique. On l'appelle communément le blanc de l'œil. C'est la partie la plus rigide et la plus solide de l'œil. Elle lui confère sa forme et le protège des dommages mécaniques. Elle fait entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Elle représente environ 4/5 de la surface de l'œil. La couche moyenne s'appelle la choroïde. C'est une couche qui contient une grande quantité de vaisseaux sanguins. Elle approvisionne la rétine et l'iris en oxygène et en nutriments. C'est une couche plutôt sombre chez l'homme, ce qui empêche les reflets dans l'œil. Chez d'autres espèces animales, elle est plutôt recouverte d'une substance réfléchissante, qu'on appelle le tapetum lucidum, qui permettra de mieux voir dans l'obscurité. L'iris est le prolongement de la choroïde. Cette partie colorée est percée en son centre pour former la pupille. L'iris est contractile, c'est-à-dire qu'il peut s'ouvrir ou se fermer, pour contrôler la quantité de lumière qui va pénétrer à l'intérieur de l'œil. La couche interne de l'œil est la rétine. Elle tapisse 75% de la surface de l'œil. C'est la partie photosensible de l'œil. Sur sa surface, on retrouve des cônes et des bâtonnets, qui sont des photorécepteurs. Les cônes sont responsables de la vision de jour. Ils existent en 3 versions chez l'homme, un cône sensible à la lumière bleue, un à la lumière verte et un 3e à la lumière rouge. On en compte environ 5 millions sur chaque œil. Les bâtonnets, pour leur part, sont responsables de la vision dans la faible lumière. Ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus sensibles. On en dénombre plus de 100 millions par œil. Ces photorécepteurs ne sont pas répartis de manière uniforme sur la surface de la rétine. On retrouve une grande concentration de cônes dans ce qu'on appelle la macula, au centre de la rétine. Cette zone présente une petite dépression où les cônes sont encore plus concentrés, la fovea. C'est à cet endroit que la vision est la meilleure.
Les bâtonnets ont tendance à être plutôt répartis en périphérie de la rétine. Sur la rétine, il y a également une zone dépourvue de photorécepteurs qu'on appelle la tache aveugle. C'est l'endroit où le nerf optique s'insère dans le fond de l'œil. Les milieux transparents. La première partie transparente qui sera traversée par la lumière, c'est la cornée. Elle recouvre 1/5 de la surface de notre œil. Elle a un diamètre d'environ 10 mm et elle est plus mince au centre que sur les pourtours. Sa courbure provoquera la première modification de la lumière qui entre dans l'œil. La lumière traverse ensuite l'humeur aqueuse, qui est une substance liquide peu visqueuse qu'on retrouve entre la cornée et le cristallin. L'humeur aqueuse contient en majorité de l'eau, mais également de la vitamine C, du glucose et du sel. Il a principalement un rôle nutritif pour les 2 milieux transparents qui l'encadrent, car il faut savoir que la cornée et le cristallin ne comportent aucun vaisseau sanguin pour être parfaitement transparent. L'humeur aqueuse est renouvelée à toutes les 2 heures. On passe ensuite au cristallin. Le cristallin, c'est le principal outil de vision dans notre œil. Cette petite structure de 9 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur a la capacité de changer de forme pour orienter la lumière au bon endroit sur la rétine. La lumière va ensuite passer par l'humeur vitrée, qui est plus gélatineux que l'humeur aqueuse. On le retrouve derrière le cristallin. Il remplit la grande majorité de l'œil. Il contient une majorité d'eau et des fibres de collagène qui lui donnent sa texture plutôt gélatineuse. Il contient également des phagocytes pour éliminer les débris cellulaires qui obstrueraient le champ de vision. Ces débris peuvent causer un phénomène que tu as peut-être déjà observé, qu'on appelle les corps flottants. La physiologie de l'œil. Maintenant qu'on connaît un peu mieux les structures de l'œil, regardons comment on fait pour voir une image. La lumière qui se réfléchit sur un objet va d'abord traverser les 4 milieux transparents. La cornée et le cristallin vont jouer le rôle d'une lentille convergente. Pour plus de détails sur les pouvoirs des lentilles, je t'invite à écouter la vidéo UM3 saison 3 épisode 1 sur les ondes lumineuses. Ces 2 structures vont orienter la lumière sur la fovea. Le cristallin, avec son pouvoir de changer de forme, pourra facilement s'adapter à la lumière qui vient de loin ou de proche. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Quand la lumière vient de loin, sans le cristallin, l'image se formerait devant la fovea, ce qui créerait une image floue. Le cristallin, dans cette situation, va s'allonger et faire diverger les rayons de lumière directement sur la fovea pour avoir une image nette. Quand l'objet est rapproché, sans le cristallin, l'image se formerait cette fois-là au-delà de la fovea, créant encore une fois une image floue. Dans ce cas-ci, le cristallin va s'aplatir et se bomber pour faire converger les rayons sur la fovea. Une fois que la lumière a atteint la rétine, elle change de forme. En effet, les photorécepteurs, cônes et bâtonnets, sont alors activés pour transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. Les 3 cônes vont décomposer la lumière en 3 selon la couleur à laquelle ils sont les plus sensibles. Un peu comme les pixels d'une télévision. On peut donc analyser des centaines de milliers de nuances de couleurs. La vidéo TE1, saison 4, épisode 1 sur les propriétés de la lumière te permettra de bien comprendre comment à partir de 3 couleurs, on peut analyser toutes ces nuances. Les bâtonnets vont plutôt jouer sur l'intensité de la lumière captée dans l'obscurité pour former des images en noir et blanc ou en nuances de gris. Une fois la lumière transformée en électricité, le message part sur le nerf optique. Il passe alors à un carrefour qu'on appelle le chiasma optique où se croisent le nerf optique de l'œil gauche et celui de l'œil droit. Il se dirige alors jusqu'au cortex visuel qui se situe au fond du cerveau dans le lobe occipital. Chez l'humain, le cortex visuel représente environ 25% de la surface du cortex. C'est à cet endroit que l'électricité sera interprétée pour former une image. Comme il y a un croisement au niveau du chiasma, les informations obtenues de l'œil gauche sont interprétées dans l'hémisphère droit et inversement. Il faut savoir aussi que l'image est également retournée du bas vers le haut par le travail du cristallin. Le cerveau est donc habitué de voir des images à l'envers. Les problèmes de vision.
Comme tu as pu le constater, le processus de la vision est plutôt complexe. Il peut donc y avoir des ratés à plusieurs endroits. Selon la cause du problème, on peut avoir une absence de vision, une vision floue ou une vision plutôt déformée. La cécité, c'est l'absence de vision. Elle peut se présenter au niveau du nerf optique, du chiasma optique ou de l'aire visuel. On parlera alors de cécité neurologique. Elle peut également être due à des causes anatomiques. Elle peut être de naissance, par hérédité, ou être due à des troubles comme un cataracte non soigné ou une maladie infectieuse, comme l'onchocercose, principalement présent dans les pays en voie de développement. Ce parasite obscurcit la cornée jusqu'à rendre la personne aveugle. La myopie se caractérise par une perception floue des objets éloignés. L'image qui se forme se situe devant la rétine, produisant une tache plutôt floue sur la rétine. La myopie est souvent associée à un œil trop long, s'il fait plus de 23 mm, mais elle est majoritairement causée par un problème de courbure de cornée ou du cristallin. On règle le problème avec une lentille divergente qui éloignera les rayons pour apporter l'image sur la rétine. L'hypermétropie se produit, elle, lorsqu'un objet proche est flou. L'image nette se forme techniquement derrière la rétine, qui est donc perçue par la fovea comme une tache floue. L'œil est trop court chez les hypermétropes et le cristallin n'arrive pas à compenser. On utilise une lentille convergence pour rapprocher l'image. La presbytie est causée par un durcissement du cristallin qui se produit avec l'âge. Il perd sa capacité de changer sa forme, ce qui l'empêche de bien orienter la lumière provenant d'objets rapprochés. On développe ce trouble autour de 40 ans en général. On corrige de la même manière que l'hypermétropie avec une lentille convergente. Chez l'astigmate, la courbure du cristallin ou de la cornée est irrégulière. Au lieu d'être presque sphérique, elle a plutôt la forme d'un ballon de football. L'image produite sur la rétine n'est donc pas en un seul point et varie en fonction de la position de l'objet. L'image sera floue que l'objet soit éloigné ou rapproché, et plus ou moins dans un axe ou dans l'autre, selon la courbure de nos deux milieux transparents. Dans les cas mineurs, la personne va arriver à régler son problème d'elle-même, en plissant les yeux ou en forçant l'ajustement du cristallin, ce qui cause des maux de tête persistants. Dans les cas plus graves, on va corriger la situation avec une lentille cylindrique. Le cristallin peut également s'opacifier avec l'âge, c'est ce qu'on appelle la cataracte. Les personnes âgées ont donc une vision embrouillée car la lumière ne peut plus passer de manière adéquate à travers cette lentille. Pour corriger cette situation, il faut remplacer le cristallin par une lentille artificielle. Le daltonisme est un problème de cône et de perception de couleur. Il existe plusieurs formes de daltonisme qui vont dépendre de la nature des cônes qui sont déficients et de la manière dont l'information est encodée dans le cerveau. La forme de daltonisme la plus répandue se situe au niveau des cônes verts et rouges. C'est d'ailleurs cette forme dont souffrait Dalton qui a donné son nom à ce trouble de la vision. Ici, on voit une pomme rouge et une pomme verte, et la perception de ces deux pommes par une personne atteinte de daltonisme vert et rouge. Une personne peut également être achromique, c'est-à-dire qu'aucun de ses cônes ne fonctionne correctement, et elle voit en noir et blanc. On dépiste les différentes formes de daltonisme, entre autres, avec le test d'Ishihara, dont voici un exemple. Une personne qui est atteinte d'une ou l'autre des formes de daltonisme ne verra pas les chiffres au centre de ses cercles. En résumé, la vue est le sens qui occupe une très grande place dans le système sensoriel. L'œil est l'organe de la vue. Il est composé de 3 couches de tissu, dont la rétine où se trouvent les récepteurs sensoriels, et 4 milieux transparents, dont le cristallin est la principale lentille. La capacité du cristallin à se bomber ou à s'allonger permet ce qu'on appelle l'accommodation, ce qui nous permet de voir clairement les images, que l'objet soit loin ou plutôt proche. Dans le prochain épisode, explorons le sens de l'ouïe.